Bonjour et bienvenue au comptoir des Calcio Espresso, les podcasts qui torréfient le football italien de l'autre côté des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je suis accompagnée comme chaque semaine par mon confrère Cédric Canal. Cette fois-ci, vraiment de l'autre côté des Alpes, au moins de mon point de vue. Il est à Bordeaux aujourd'hui. Salut Cédric! Salut Valentina, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un petit crochet en France de mon côté, mais notre invité, lui, est bien en Italie, il est à Rome, puisqu'on accueille le journaliste à l'AFP, qui est arrivé à Rome en septembre pour s'occuper des sports en Italie, Anthony Luca. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tous, et merci beaucoup pour l'invitation pour parler un peu de Serie A, et pas que de Serie A, j'imagine, vu le contexte sportif et vu l'Euro qui approche. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on va profiter de ton expérience pour te poser pas mal de questions aussi sur la nationale, Cédric. Effectivement, on peut commencer d'ailleurs par la nationale avec toi, Anthony. Alors, on va parler de la liste qui est tombée mardi, dernière nation officialisée d'ailleurs. Mercredi presque, mercredi à minuit 20. Mercredi, c'est ça. Dernière nation officialisée, en retard puisque la deadline de l'UEFA était mardi minuit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question, petit détour avec cette soirée Notte Azzurra là, qui était mardi justement sur la Rai Uno, la télévision publique italienne. Alors toi qui vis en Italie depuis 9 mois maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de ce show footballistique, musical, humoristique, où on a vu les joueurs un petit peu dans toutes les situations? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est difficile à dire. Ça résumait bien l'Italie malgré tout, parce que c'était une sorte de festival de Sanremo là, adapté au foot, quoi. Le festival de Sanremo qui est ce rendez-vous annuel qui scotche les Italiens devant leur télé au mois de mars pendant une semaine, avec de la musique populaire. C'était un peu cet esprit-là. D'ailleurs, c'était le même animateur, Amadeus. Et l'idée, c'était, j'imagine, d'essayer de créer du lien comme ça à une dizaine de jours du coup d'envoi de l'Euro. Bon, il y avait quelques moments sympathiques, quelques moments un peu plus gênants peut-être, mais... Pétrèche, on peut le dire. C'est moi qui je me charge du mot, donc voilà, c'était un peu kitsch des fois. Un peu kitsch, ouais, voilà. Mais jolie veste de nos amis italiens, jolie coupe de costume. Après, au niveau du rap et au niveau musical, c'était pas toujours au niveau. Tina, Anthony disait un petit résumé d'Italie. Alors moi aussi qui suis français, qui viens d'Italie depuis peu, j'avais un petit peu cette idée-là aussi. On avait l'impression qu'il y avait un petit peu tous les clichés de l'Italie qui étaient résumés en une soirée. Bah oui, je suis honnête, j'ai regardé que la fin parce que justement Cédric m'a signalé, j'étais à dîner dehors, donc quand je suis entrée, j'ai mis et je suis restée scotchée à moi aussi. Je vous avoue que c'est la première fois que je retrouve l'euro comme ça ou quand même un mondial en habitant en Italie. Donc j'étais habituée à la France. Et donc, dans des autres conditions, et après ce temps à Paris, ça a fait assez mal. Voilà, pour l'orgueil, pour la fierté, parce que vraiment, ça donnait pas une image très pro, on peut dire, du sport italien, mais c'est le côté national populaire, comme on le définit en Italie. Donc, finalement, il faut faire avec, il faut élargir le public, essayer de prendre un peu à droite à gauche. Je veux dire, l'effet que aussi gli Autogol, que c'est un groupe finalement humoristique très connu par les jeunes, l'autre Frank Matano. C'était fait exprès pour essayer de rattraper les jeunes que voilà, ces derniers temps, ils ont un peu perdu les fils rouges avec la nationale. Ouais, d'un point de vue sportif, moi, ce qui m'a gêné quand même un petit peu, c'était que les joueurs qui étaient là, c'était pas forcément les joueurs qui allaient faire l'Euro. Il y en a 3 d'ailleurs qui ont disparu depuis. C'était ça qui était un peu gênant au niveau du timing, d'avoir choisi le mardi soir pour diffuser cette émission. À la rigueur, il aurait fallu la passer 2-3 jours plus tôt peut-être, et puis se garder le mardi soir avec une intervention en direct avec Mancini. À un moment, j'ai cru qu'ils allaient faire ça, qu'à la fin, on allait revenir sur un petit moment direct avec la liste, mais même pas. Pour les tifosi de la nationale, il y avait, je pense, un petit décalage un peu bizarre. Ouais.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord parce que voilà, les joueurs qui sont n'étaient pas été retenus, peut-être ils étaient déjà au courant qu'ils n'allaient pas passer les caps, mais à l'image, ça fait jamais du bien. Donc, mais c'était un choix. On verra la suite parce qu'il y avait pas mal de polémiques. Mais on va revenir sur ça parce que justement, moi, ce que je te voulais demander, c'était par rapport à cette liste définitive des Mancini, a été tout surpris par ces choix ou tu as fait un changement en un choix qui t'a marqué? Alors, moi, tout de suite, je préfère préciser que je ne suis pas un expert du foot italien. Là, je le suis de très près depuis un an, mais il y a 10 000 journalistes et même de tifosi qui s'y connaissent plus. Après, moi, ce que je peux donner, c'est mon expérience par rapport à la saison qui vient de s'écouler. Bah, les terrains que tu as vus, que tu as Voilà, par rapport vécu. au terrain, j'ai pas vu d'énormes surprises. Moïse Kean, c'est un peu surprenant parce qu'il a été quand même de la plupart des rassemblements de l'automne. Ce qu'il a manqué, c'était sur blessure. Il faisait a priori partie des joueurs quoi, qui étaient d'office dans la liste. Il a un peu sans doute payé le match qu'il a pas très bien joué contre Saint-Marin, qui était a priori un match qui ne servait à rien, mais qui finalement pour lui a été un peu néfaste. Mais j'ai pas vu d'énormes surprises. Chiellini, Bonucci sont là, Donnarumma dans les buts, Immobile, Belotti en pointe, le trio Barella, Verratti, Jorginho, Insigne, Chiesa. Bon, je pense que malgré tout, l'Italie va pouvoir compter à peu près sur une équipe type. Alors la surprise, c'est peut-être Raspadori, justement, qui lui Mm. était avec les espoirs et a été bien rappelé. Donc il a fait le quart de finale de l'Euro U21 avec les espoirs. L'Italie qui a perdu en prolongation contre le Portugal et donc il a réintégré le groupe. On peut dire à la place de Politano, puisque Politano était dans les 28 et sort, et c'est le seul attaquant qui sort. La surprise est plus là, finalement, dans ce groupe. Oui, je crois qu'il y a un peu un côté coup de chance. On se dit la fraîcheur, le coup de fraîcheur à la dernière minute, souvent ça paye. Donc on peut penser que c'est un peu ce que recherche Mancini. Et de fait, j'ai regardé un peu les espoirs lundi soir. Il est sorti du lot vraiment Raspadori hein, en technique. Il jouait en neuf, mais capable de descendre un poste de 10, voire encore plus bas au milieu et vraiment d'orienter le jeu. Donc je pense dans le jeu de l'Italie actuellement, il peut vraiment trouver sa place et il est vraiment très différent de Immobile et Belotti. Donc peut-être pas idiot de partir sur un profil très différent comme ça. Anthony, tu étais en Sardaigne au contact de la nationale et justement la semaine dernière, lors du stage conclu par ce match amical contre Saint-Marin, une victoire 7-0. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors bon, on sait qu'il y a beaucoup de barrières autour d'une sélection, mais que ce soit lors du match, lors des conférences de presse, sur ce que tu as pu voir, sentir. Oui, comme tu dis, le contact avec l'équipe est très très limité. Surtout là, à l'approche de l'Euro, il fallait faire un test avant d'arriver à la conférence de presse. Donc le contact, c'est l'heure qu'on passe effectivement en conférence de presse. Donc l'équipe d'Italie était réunie dans une espèce de centre de vacances. Certains étaient venus en famille, donc c'était une semaine très cool. Une semaine avec des séances d'entraînement le matin et puis l'après-midi libre, piscine, jeu avec les enfants. Donc c'était plutôt cool l'ambiance après ce qu'on a pu voir. Et puis l'heure de la conférence de presse était très cool. C'était Chiellini qui était là en joueur et avec Mancini. C'était la veille donc du match contre Saint-Marin. Et j'ai trouvé Chiellini très cool, à la fois pour répondre aux questions, puis à la fois après pour discuter avec les journalistes. Donc, on sent que c'était un peu la semaine de sas, quoi, entre la fin des championnats et les choses sérieuses commençaient vraiment mardi à Coverciano. Et à ton avis, c'est lesquels les secteurs les plus complets de la nationale et c'est là qui peut faire la différence? Bah, a priori, on se dit que c'est au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'Italie arrive à dicter son tempo, à garder la possession de balle. On se dit qu'ils sont capables de prendre de vitesse beaucoup d'équipes et de faire la différence là. On a vu sur certains matchs que quand ils n'avaient pas le... Enfin, moi, j'ai le souvenir de ce match contre les Pays-Bas, le match retour, où pendant 1 heure, en fait, c'est pas vraiment l'Italie qui a dicté le tempo, c'était les Pays-Bas. Et là, l'Italie a vraiment souffert et c'est une équipe qui a plus de mal à subir, je pense.
Donc, s'il tombe contre une équipe qui joue vite, agressive et qui dicte son rythme, c'est peut-être là que l'Italie peut souffrir. Et les plus faibles, au contraire? Le plus faible, où on se pose certaines questions, et pas que moi, puisque là, on avait une conférence de presse aujourd'hui même à la veille du dernier match de préparation contre la République tchèque. Il y a beaucoup de questions qui portaient sur les avant-centres, parce que c'est un peu la question. La vraie L'Italie doute. se cherche un buteur quand même. Les problèmes, c'est que Belotti, peut-être dans l'ensemble, c'est quelqu'un toujours de très prometteur, mais qui finalement, il a eu du mal vraiment à s'imposer dans l'attaque de l'Italie. Ouais, alors sous Mancini, c'est lui qui réussit le plus, paradoxalement, que Immobilier, qui est en gros doute, qui est vraiment traversé de beaucoup de doutes dès qu'il revêt le maillot de la Nazionale. Mais sur le papier, on se dit que c'est plutôt lui le titulaire et on s'attend plutôt à le voir démarrer contre la Turquie. Mais Belotti, personnellement, les matchs que j'ai pu voir depuis que je suis là, que je suis l'équipe de près, il s'intègre mieux dans le système. Et Raspadori, sur le papier, peut aussi très bien s'intégrer. Mais c'est vrai qu'en qualité pure et en expérience, on a envie de miser sur Immobilier. Pour terminer sur la partie Euro, un Euro que l'Italie va donc jouer à domicile pour la phase de groupe, puisqu'il y aura les 3 matchs à Rome. Toi qui es basé à Rome, justement, est-ce que tu sens une effervescence monter? On sait qu'il y aura, il y aura aussi une zone vers Piazza del Popolo, je crois, pour les supporters. Effervescence, ça me paraît pas vraiment le terme, à vrai dire. On n'en est pas là. Bon, ça, c'est un peu le choix de Platini avec cet euro itinérant. C'est que du coup, toute l'Europe est concernée, mais on sent que Personne n'est finalement c'est moins vraiment intense. concerné. Voilà, il n'y a pas de pays organisateur. Bon, en plus, évidemment, là-dessus se rajoute le contexte qu'on est obligé de limiter les rassemblements, etc. Donc, je pense que ces deux facteurs ajoutés, ce côté dilué et ce côté on ne peut pas se rassembler, fait que ça a vraiment du mal à démarrer, y compris à Rome. Là, je suis passé aujourd'hui encore à Piazza del Popolo. Effectivement, bon, ils sont en train de monter les écrans, mais à part ça, toute la Via del Corso, qui est le grand axe où il y aura plusieurs centres pour permettre aux supporters de suivre des matchs, il n'y a pas de drapeau, il y a très peu de maillots, voilà. Par rapport à d'autres compétitions que j'ai pu couvrir avant, on n'y est pas, quoi. C'est pas le mondial en Allemagne, c'est pas la France en 2016. Bon, on espère Il qu'avec y a avec l'arrivée de la pas... compétition, ça va redémarrer. il y a un côté Covid qui est quand même, ça pèse. C'est Oui, un doute qui va se rajouter à cette différentes destinations des matchs peut-être d'un côté ça aide vu la situation pandémique, mais de l'autre côté ça rend encore plus triste l'événement en soi-même. oui, parce qu'un événement comme ça, enfin, moi j'ai le souvenir, pour avoir couru il y a très très longtemps, en France 98 par exemple, des choses comme ça, c'est que dans un pays, on accueille tout ce qui se fait de mieux dans le foot normalement. Et chaque ville se mobilise parce qu'elle a un camp de base, elle reçoit une équipe différente et parfois elle se met au diapason de la couleur de l'équipe qu'elle reçoit. Là, on a l'impression que chaque équipe va jouer un peu à domicile. L'Italie va jouer à domicile, l'Allemagne va jouer à domicile. Et forcément, c'est pas le même genre d'ambiance. On n'a pas l'impression de vivre un événement global, quoi. Alors, le contexte sanitaire qui a beaucoup pesé aussi, bien sûr, dans la saison. Alors, toi, c'était ta première saison, Anthony, en Italie pour le football. Donc, Ça fait beau on avait baptême. parlé avec, c'est ça, on avait parlé avec Stanislas qui nous avait fait l'honneur d'inaugurer notre podcast Calcio Espresso en septembre pour lui qui quittait justement Rome pour aller à Marseille après 5 années donc sur place en Italie. Avant peut-être de rentrer un petit peu dans le détail sur le titre de l'Inter ou sur ce que tu as aimé. Voilà, cette première année, toi déjà, d'un point de vue de l'atmosphère, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'est difficile c'est pareil d'avoir une idée tranchée parce que c'est un contexte tellement différent. Moi, je connaissais un peu le foot italien pour avoir couvert il y a longtemps le foot et avoir connu ces stades vraiment pleins, ces tifos incroyables. Là, évidemment, on a l'impression d'être revenu un peu, mais ça, c'est pas propre à l'Italie, je pense, mais revenu simplement au terrain et il se passe plus grand-chose autour. Donc, il y a une sorte de foot aseptisé.
D'un point de vue professionnel, ce qui était intéressant, c'est de se retrouver dans des stades sans public et de pouvoir, mais ça, je crois que Stanislas t'en avait parlé, pouvoir entendre les entraîneurs, les conseils des entraîneurs, voir ce qui peut se dire sur un terrain entre des joueurs. Ça, c'est toujours intéressant parce que c'est des choses qui d'habitude sont complètement gommées par le public. Mais bon, voilà, passer cette curiosité, c'est vrai que c'est beaucoup moins sympa à suivre qu'un match avec ses supporters. C'était quand même quelque chose que, oui, comme tu as dit, ça pouvait prendre un petit moment au début où aussi les personnes qui regardaient les matchs par la télé, ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sous les bancs et tout. Mais voilà, sous la longueur, on a commencé à souffrir et je pense là qu'on a commencé à revoir les gens au stade. Ça a donné un petit côté de normalité. Encore, on est loin, mais quand même, ça reprend et l'euro, ça sera dans ce cas-là les vrais tests parce qu'après, ça sera fondamental pour la réouverture réelle des stades au mois de septembre. Oui, c'est sûr, il faut que ça se passe bien. Et puis, je pense qu'on aura tous envie de continuer à ce que le public soit là. Ça va être dur si en septembre, octobre, on nous dit que les stades sont à nouveau fermés. Ça va être dur pour nous, mais ça va être surtout dur pour les joueurs aussi. Parce que je pense que malgré tout, ils fonctionnent un peu à ça, quoi. Et puis dur pour les clubs, puisqu'on voit que financièrement aussi, Oui, bien sûr. voilà, c'est en Italie et ailleurs, c'est très difficile. D'ailleurs, parmi les clubs en difficulté, l'Inter qui donc est dans ce cas-là. Mais parlons plutôt terrain et de cette saison-là, l'Inter donc champion. Cette saison, assez largement titrée avec 4 journées d'avance. Qu'est-ce que tu en as pensé, Anthony, de ce Scudetto on peut dire quand même qu'il porte assez la signature de leur entraîneur, non? Ah oui, carrément, oui. Là, c'est une Inter très, très contienne qui a gagné. Bah, j'ai été agréablement surpris au début de saison, globalement, par toutes les équipes, et y compris l'Inter qui arrivait avec vraiment des intentions. C'est comme si l'esprit de l'Atalanta Bergame s'était diffusé un peu partout sur la Serie A. C'était assez agréable, y compris les promus, d'ailleurs, Benevento, La Spezia, ça jouait bien, ça avait envie de sortir, de proposer, et l'Inter également. Bon, bah ensuite, il y a eu la sortie de route en Ligue des Champions. Ça, c'est effectivement, ça a contraint Conte à revoir un petit peu et à revenir aux fondamentaux. Et là, on a vu une Inter qui a moins proposé, mais qui a été très, très solide. Je pense qu'il n'y a pas photo sur le titre, hein, parce que dans cette phase où ils sont vraiment renfermés, mais ils ont été d'une solidité extrême. Et on se souvient des matchs où ils ont été dominés. Sassuolo, Naples, et au final, ils gagnent le match. Et voilà. Et là, il y a eu cette série après, c'était 11 victoires de suite, je crois, qui a fait que personne n'a pu les revoir. Je pense que vraiment, on pensait que le duel serait plus serré avec la Juve. Et comme la Juve n'a pas été au niveau et s'est jamais trouvé vraiment une ligne directrice, voilà, l'Inter l'a trouvé, sa ligne, à un moment. Décembre, janvier, ça s'est joué là. Ils n'en ont pu bouger et voilà, le titre est complètement logique. Ouais. Par contre, la Juve était trop dure avec Pirlo, vu que, bon, au début, c'était insensé, c'était les nouveaux rois, voilà, et finalement, quand les choses ne se sont pas passées comme prévu, au-delà des trophées qu'il a gagnés, bon, aujourd'hui, il est sorti des radars, Allegri est retourné, donc, bon, ça a l'air un peu méchant dans certains points de vue. Ouais, bah après, ils avaient sorti Mauricio Sarri en étant champion d'Italie. Donc, je pense que Pirlo savait à quoi s'en tenir. Hein. Il savait que malgré tout, finir quatrième, c'était quand même compliqué. Lui, et il a raison, il fait valoir qu'il a rempli ses objectifs. Hein. Il a 2 titres, il envoie l'équipe en Ligue des Champions malgré tout. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que cette Juve, on n'a jamais vraiment trouvé une âme. Il y a eu les quelques matchs à la fin quand elle était vraiment dos au mur, elle s'en est sortie. Et sinon, c'était vraiment ponctuel. Il y avait 1 ou 2 bons matchs. Et puis le match après, on ne les reconnaissait plus. Il y avait pas de motivation. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de motivation, mais une peur d'oser. Je pense que malgré tout, ils ne méritaient pas mieux. Ils s'en tirent bien avec leur 4e place parce que quand même, Naples a beaucoup proposé.
la Lazio et la Roma sans les Coupes d'Europe auraient pu aussi faire sans doute mieux. Donc, je pense que la Juve s'en tire pas mal sur une saison en ayant proposé si peu de finalement rester en Ligue des Champions. Alors, Valentina a parlé d'Allegri, donc, qui revient à la Juve. Le mercato des entraîneurs est fou cet été en Italie. Alors, pas seulement en Italie, mais particulièrement en Italie, puisque ce jeudi, jour d'enregistrement de notre podcast, Simone Inzaghi a été officialisé à l'Inter. Donc, Mourinho, ça fait quelques semaines désormais qu'il est annoncé et officialisé à la Roma. Comment tu juges un petit peu ce mercato? Et puis, au-delà de ça, peut-être ton regard aussi sur le traitement médiatique sur le mercato, sur le football, de tout ça en Italie, puisque ça fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la presse sportive et pas que. Comment tu vis ça, toi qui découvres aussi ça depuis un an en immersion? Bah, ce qui est assez fou, c'est effectivement, et ça c'est la grande différence avec la France, c'est d'avoir déjà 3 quotidiens spécialisés, mais en plus tous les journaux, enfin une ou plusieurs pages de sport tous les jours. Ça, c'est vrai que c'est assez fou. Il y a un ping-pong permanent entre les titres. Et voilà, les clubs, je trouve, globalement jouent le jeu, donnent de l'info quand même, malgré tout, même si on sait que le foot, c'est très, très fermé. Ça donne une actualité dense, riche, d'un jour sur l'autre, ça change. Moi, en tant que correspondant étranger, on va dire, mon rôle est un peu différent et un peu de voir où sont les histoires qui sortent du cadre italien. Et voilà, en tout cas, on ne manque pas de matière, ça c'est sûr. Et il faut s'y retrouver un peu dans toutes ces infos. Après, moi, personnellement, dans le traitement, mais ça, c'est quand même une spécificité italienne. Enfin, je pense que Valentina, tu en diras davantage, mais c'est sur l'arbitrage, quoi. Il y a cette fameuse Moviola, voilà, qui est partout, mais alors pour C'est la laquelle base la VAR, des oui, programmes des sports, c'est la d'analyse. base. Mais simplement, on se disait qu'avec la VAR, ça laisse calmer un petit peu. Et je crois que C'est c'est bien peut-être pas pire. pire, mais c'est pire, ouais. Bon, ouais, voilà, c'est pire. J'allais pas dire pire, mais en tout cas, Ça a il y a une changé pression des permanente focus. sur les arbitres. Moi, je Voilà, trouve ça a qu'il y a une changé des pression focus. permanente sur les arbitres. On les laisse pas arbitrer et ça crée, je sais pas, des contextes. On voit des matchs du coup complètement bizarres parce que Ils ont l'arbitre ne peur. sait plus trop où il habite. Voilà, il a peur et c'est un peu dommage. Et du C'est coup, ça que explique peut-être pourquoi en Ligue des Champions aussi, les clubs italiens ont aussi du mal parce qu'ils trouvent, ou même on voit les espoirs à l'Euro qui se sont pris des cartons rouges à tous les matchs. Il y a quand même ce décalage entre comment l'arbitrage est pratiqué et commenté en Italie et comment il est fait ailleurs et au niveau international. ça, c'est très intéressant parce que quand même, les gros problèmes, on dit toujours, surtout, je ne veux pas parler pour come dire, luoghi comuni, mais les problèmes de la Juve qui normalement ils gagnent en Italie parce que quand même il y a une sorte de révérence, excusez-moi, des arbitres qui ont peur d'émettre peut-être. On ne dit pas qu'elle est avantagée par des choses, mais quand même c'est resté une peur qui quand même aide pas. Et donc, voilà, là, l'histoire s'est passée sous l'arbitre, il va revoir l'image au VAR ou pas. Donc, c'est simplement changer les points. Et quand il y a un penalty peut-être contre la Juve ou autre chose qui se passe au contraire, que quand même l'arbitre ne va pas contrôler ou il contrôle, euh, ça amène toujours une situation chaotique. Donc, finalement, avec la VAR, il n'a changé rien, juste les focus de la polémique. Tout à fait. Mais du coup, je trouve que ça enlève beaucoup de sérénité au foot italien parce que toute cette énergie passée à discuter, voilà, elle est un peu moins sur comment jouer, sur quels sont les meilleurs joueurs. C'est une limite grosse, malheureusement, de notre métier. Surtout, on a toujours cette tradition. Parce que si on regarde aussi les programmes dans les années 80, 90, surtout au début des 90, c'était devenu, c'était il processo di Biscardi, la Moviola. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Si, Donc, le dimanche après-midi. ou quand même les programmes des médias, cette pressing,
tous les programmes sportifs, c'était autour de la moviola parce que l'arbitre, c'était toujours les mecs jugés. Je raconte un épisode qu'on m'a raconté des années 70. Donc, on ne parle pas encore des matchs télévisés, sauf les résumés peut-être. Et je ne suis pas non plus sûre, peut-être un ou deux. Bon, il y a un Roma-Inter, l'arbitre siffle un penalty à dernière minute pour l'Inter. Bah, il y a une invasion de supporters de la Rome sur la pelouse qui sont tapés l'arbitre. Donc, voilà, on parle d'une autre époque. C'était quelque chose d'incroyable. Mais parce que c'est vraiment tout contre l'arbitre. Et on le voit aussi avec les gamins. Je veux dire, quand tu vas regarder les matchs des enfants de 9-10 ans, moi, je n'ai suivi pas mal parce que j'ai commencé ma carrière comme ça, à écrire pour un quotidien régional sur les enfants. Bon, les parents des gamins, ils voulaient tuer l'arbitre. Donc, c'est vraiment le système du début à la fin qui n'est pas très serein, comme Oui, Italie. bah, j'avais cette image-là, effectivement, des années 80-90, mais je trouve que là, ça devient le décalage avec ce qui se passe en Angleterre et même en Ligue des Champions ou ailleurs, ça devient flagrant et surtout pénalisant, je trouve, pour le foot italien. Oui, Et et peut-être revenir au jeu, oui, justement, plutôt. avec Anthony, pour clore un petit peu ce qu'il a pensé, parce que là, on a parlé de l'Inter, on a un peu parlé de la Juve, mais ce qu'il a pensé plus globalement de la saison, s'il y a une équipe, quelque chose qui l'a particulièrement marqué, peut-être positivement, dans cette saison de Serie A. Bah, oui, positivement, clairement, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est sûr. Moi, je trouve que les équipes avaient vraiment envie de jouer, globalement, y compris les promus. Je crois qu'on est sorti de l'ère où l'équipe arrive et ils se mettent à 7 derrière pour défendre et avec un coup de chance, on gagne à 0, qui est quand même l'image que le foot italien a popularisé pendant longtemps. On sent qu'on met... Moi qui ai fait un break de foot pendant une dizaine d'années, je redécouvre un foot italien qui là-dessus a vraiment évolué et qui est très très agréable. Bon, évidemment, il y a l'Atalanta, mais il n'y a pas que l'Atalanta. Sassuolo, évidemment, qui joue, mais même la Roma a fait des très bons bouts de match. J'ai du mal à dire un match parce que le problème de la Roma cette année, c'était un petit peu ça. Ça ne durait jamais 90 minutes, mais ils ont fait quand j'ai eu la chance de l'Ottonie Olympico, de voir quelques très bons matchs pour revenir sur l'Inter de Milan, justement, arracher une égalisation en fin de match. La Lazio a fait des très bons matchs aussi en jouant, en proposant. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment une grande qualité de jeu. On a vu du beau spectacle, on a vu beaucoup de buts. Et ça, c'est plutôt agréable. Et ça peut peut-être refaire revenir les jeunes vers le calcio. Et pour conclure, comment tu as vécu la saison par l'intérieur, on peut dire, les contacts avec les clubs, les joueurs, les milieux, quel est ton premier bilan? Le bilan, c'est que les clubs sont plutôt professionnels. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour travailler, y compris la Fédé, la Ligue. Donc, évidemment, en tant que correspondant étranger, on n'a pas les accès qu'ont les chaînes de télévision ou les quotidiens sportifs. À certains moments, j'étais plutôt agréablement surpris en ayant des accès plutôt intéressants. Après, les joueurs, on les voit très très peu, mais ça, je pense que dans le foot, c'est devenu la norme. C'était déjà la norme il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, depuis que les télés financent l'ensemble du système. Les accès privilégiés sont pour les télés. Moi qui bosse pour une agence de presse, on arrive en troisième, quatrième rideau, mais on arrive à parfois atteindre directement les sources et ça, c'est agréable. Et pour finir, la vie à Rome, comme te poser la question, puisque là, pendant notre enregistrement, on voit qu'il y a un joli soleil derrière toi, donc je suppose que ça fait aussi partie du côté agréable, non? Oui, alors Rome, ça c'est une très belle ville. Ça c'est sûr, on n'en doutait pas. Il pleut beaucoup, ça a été une surprise. En tant que Nantais, je peux témoigner qu'il pleut beaucoup à Rome, mais c'est le climat méditerranéen. Il pleut par saut entier au mois de novembre, décembre. Et par contre, le printemps est absolument magnifique, il fait très beau. Et puis, par rapport à la pandémie, on n'a pas été les plus malheureux parce que
On a eu moins de zones rouges que le nord de l'Italie, pour les gens qui vivent à Milan, par exemple, qui ont été beaucoup en zone rouge. À Rome, ça a été un peu moins le cas. Les enfants ont pu aller à l'école en présentiel assez régulièrement. Il y a eu quelques périodes de distanciel, mais assez rares et gérables. Voilà, c'est un très beau pays. Les gens sont vraiment agréables, très ouverts d'accès. Donc là-dessus, on ne regrette pas du tout le choix, mais Stanislas m'avait bien briefé sur cet aspect-là. Au moins, il y a quelques côtés positifs de l'être en Italie. Non, je rigole. Il y a Je l'ai beaucoup de côtés fait, positifs. je l'ai dit parce que, bon, je suis de Rome, donc voilà, c'est ma ville natale. Et c'est vrai qu'au-delà de tous les défauts qu'elle peut avoir, ça reste une ville magnifique et on regarde toujours avec les étoiles dans les yeux. Tout à fait, tout à fait. Pour le vélo, c'est plus compliqué, mais ça ne m'empêche pas de faire du vélo au quotidien, d'aller au stade à vélo. C'est faisable, mais il y a un peu de travail. Bon, ben, lors de la deuxième saison, alors du coup, voilà l'un des axes d'amélioration du coup. C'est sûr, et avec des supporters dans les stades. Surtout. Bien, merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. Anthony Lucas, journaliste à l'AFP, correspondant pour les sports à Rome, donc pour suivre tout le sport en Italie. Merci à vous et longue vie à votre podcast pour faire découvrir et surtout vivre de l'intérieur d'une façon un peu différente le foot italien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est donc terminé pour ce 35e numéro de la saison avec Anthony Lucas, journaliste à l'AFP. Vous pouvez nous retrouver sur calcioespresso.com et nous écrire sur contact@calcioespresso.com pour vos réactions, propositions de partenariat ou encore de sujets. Et vous pouvez retrouver notre catalogue sur les principales plateformes de podcast, AudioMins, mais aussi Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et oui, il faut que vous nous suivez aussi sur Patreon pour avoir en avant-première nos numéros de Calcio Express et contribuer aussi à son développement. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, les liens sont sur notre site et les réseaux sociaux, où vous pouvez aussi nous poser des questions, réagir sur Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur Radio Grand'Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Janice de Daybreak. Salut Cédric. Salut. Bon voyage. Ciao, ciao. Ciao.